Vous me donnez combien de temps? Il est une petite demi-heure? On y arrive? Oui, une bonne demi-heure. Ouais. Sans problème. Bon, alors une question un peu délicate et plus politique. Là, depuis votre passage comme délégué à la mer et au littoral, pensez-vous que la prise de conscience politique des enjeux environnementaux liés au réchauffement climatique, comment vous la percevez, comment vous l'avez sentie? Est-ce que depuis la COP 21, est-ce que il y a une vraie prise de conscience avec une volonté politique de faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens? Je sais que c'est une question qui est... Oui, non, mais ça me va très bien que vous me la posiez. Je m'attendais à ce que vous me posiez la question, est-ce qu'il y a une prise de conscience que l'océan, c'est essentiel? Et nous, on le sait, mais... Oui, mais autant je pense que sur le changement climatique, ça y est. Moi, je l'ai vécu à différentes reprises, et notamment avec la plateforme Océan et Climat. Je pense que au quotidien, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais regardons, quand je dis toujours, regardons dans le rétroviseur, véritablement, ça y est, enfin, ça bouge. Regardons un peu toutes les typologies d'acteurs aussi. Côté État, ça bouge. Côté collectivité territoriale, elles sont souvent même en avance. Moi, j'ai été à plusieurs reprises depuis 15 ans marraine de prix ou membre d'un jury de prix du développement durable ou des énergies citoyennes pendant quelques années. Et d'année en année, je voyais le prix énergie citoyenne était récompensé des collectivités territoriales qui mettaient en œuvre des stratégies de transition énergétique. Hein, je la fais courte. Et d'année en année, on voyait quand même des projets émerger. Côté citoyen, c'est plus ou moins, comme vous le savez, c'est plus ou moins vrai. Mais moi, je le vois autour de moi, des gens qui étaient vraiment pas concernés, intéressés autrefois, aujourd'hui ont pris la conscience, ont pris conscience. Maintenant, c'est sur les questions océan. Pour moi, c'est dramatique. Moi, une des raisons, moi, je le cache pas, hein, de mon départ, je suis pas partie de ma mission. J'ai souhaité moi être démise de mes fonctions de déléguée à la mer au littoral, non pas parce que je claquais la porte. Moi, c'est juste parce que on a besoin d'un ministre de la mer au quotidien. Pour moi, les enjeux sont tellement colossaux que malheureusement, le ministre chargé de la mer, il a aussi l'énergie, le transport maritime et aérien. Enfin, je veux dire, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a bien plus occupé notre ministre chargé de la mer, malheureusement, que l'océan. Et pourtant, quand les quelques créneaux, tant qu'on a été ensemble, qu'il a donné à l'océan, il a été formidable. Donc, c'est pas une question, voilà. C'est juste une question qui a, pour moi, au regard des enjeux, besoin d'un portage quotidien. Et alors là, pour le coup, la France est en train, et c'était ma sonnette d'alarme en partant, que j'ai pu, du coup, j'ai retrouvé ma liberté de parole et j'ai pu m'adresser et écrire au président de la République et au Premier ministre en leur disant on a besoin d'un portage politique au quotidien parce que l'océan est en train de monter, le sujet océan est en train de monter sur le plan international et notamment depuis la COP 21, grâce au travail qu'on a fait, où on a embarqué les acteurs économiques aussi avec nous, enfin là, je veux dire pour la partie marine. Et donc le sujet océan est en train de monter. Et la France n'est pas là au regard de notre responsabilité, de notre présence dans toutes les océans de la planète. On a non seulement une responsabilité, mais une opportunité formidable de prendre un leadership. Voilà, donc je pense que... voilà. Mais aujourd'hui, moi j'ai adoré les 2 années que je viens de passer parce que j'ai découvert l'administration. Je me suis sentie très fière, très honorée de porter la voix de la France et notamment dans les négociations, dans les grandes conférences internationales. Très heureuse de mieux connaître à la fois l'administration mais les grandes agences de l'État. Et j'ai découvert la richesse, le formidable potentiel que nous avions. Et je pense que là encore, s'il y avait un portage politique au quotidien, eh bien vous tous, enfin, je veux dire, on aurait l'impression d'accélérer. Je parle, si on veut accélérer la transition écologique de la mer et du littoral, il faut un portage politique au quotidien et il faut, à mon sens,
réorganiser l'administration de la mer. Là, je parle pour la France. Au niveau international, le sujet au niveau européen et international, moi je l'ai vraiment constaté, là je parle du sujet océan, eh bien il y a une vraie montée en puissance du sujet, et les États qui ont ce portage politique, je prends l'exemple du Portugal, je prends l'exemple de la Suède, de la Norvège, du Canada, de certains États complètement inattendus qui s'intéressent et qui investissent aujourd'hui sur l'océan, eh bien sont présents et font entendre leur voix sur la scène internationale. Alors je ne sais pas si vous partagez cet avis concernant le réchauffement climatique. Après, pour moi, ce qui traîne terriblement, et ça je l'ai beaucoup observé dans mon tour de France des solutions pour le climat, c'est que des solutions, il en existe plein. La volonté politique, elle est souvent là au niveau régional. Après, les freins, ils sont souvent normatifs, comme vous le savez. Et moi, je réclamais, et tout le monde réclamait, le droit à l'expérimentation, pouvoir financer des projets pilotes comme le voilier du futur. Moi, ce qui a complexifié la donnée, c'est que mon dossier était il y avait un gars qui avait le droit de vie et de mort sur ce dossier, pas à l'ADEME, hein, l'ADEME qui était le bras armé était tout à fait à soutenir. Bon bref, je vais pas dénoncer les coupables, mais un gars qui avait rien compris à la filière nautique, et ce gars il était tout seul, il comprenait pas qu'il nous a demandé, notre démonstrateur, de le sortir en série. Donc on est passé d'un budget de 5 à 10 millions d'euros parce qu'il fallait faire un moule, parce que, etc. Mais malgré tout, tous les industriels du projet, ils étaient prêts à le faire. Bon, on s'est cassé le nez sur les conditions de remboursement des avances remboursables. On a mis juste 3 ans pour les négocier, etc. Donc, il y a un moment, il y a une entreprise qui a jeté l'éponge. Donc, c'est tout l'édifice qui s'effondrait. Je le dis parce que j'ai jamais communiqué sur le fait qu'il avait vraiment inspiré ce projet. J'ai pas été soutenue par la Fédération des industries nautiques qui, malheureusement, quand on est un peu pionnier, ils ont trouvé mon projet dangereux. Dangereux pour la filière. Mais je dois me réjouir aujourd'hui parce que les assises nationales du nautisme vont se dérouler, et il y a comme thématique nautisme et développement durable, les bateaux du futur. Donc j'en suis, voilà. Mais voilà. Nul n'est prophète en son pays, il paraît. Ah, je me lâche là. Hein. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez avant sur Oui, on m'entend. N'hésitez pas à vous présenter. Oui, voilà, alors... vous êtes... Je suis autriche inscrite, je travaille au CHOM. Ah d'accord, très bien. Et voilà, moi c'est l'Ifremer. Mais je rebondis sur ce que vous disiez sur la prise en compte de l'océan dans le changement global. Et effectivement, j'irais même peut-être un peu plus loin sur la responsabilité de la France, sur le retard qu'on accumule, en précisant quand même et en rappelant que la France est la 2e puissance mondiale en termes de ZEE, de zone économique exclusive. C'est ce que j'évoquais. Hein, voilà. Pour moi, c'est tellement acquis pour vous que... Alors, pas de puissance, parlons pas de puissance. Pas de puissance, mais espace maritime. Espace maritime. La France a elle seule... Les gens du CHOM me sont bien placés pour... Tout à fait. Et que dans cet ensemble, dans cet espace-là, on a effectivement des territoires d'outre-mer qui existent et qui sont, faut le dire clairement, les parents pauvres, confèrent la situation de Mayotte actuellement et de ce qui se passe à Mayotte, et qu'on a une vraie responsabilité, que l'Europe, du coup, on est européen, l'Europe a une vraie responsabilité, et du coup, la question que j'avais envie de poser, c'est effectivement, la France est en retard. Alors vous avez commencé à y répondre en disant, voilà, il y a des pays comme le Portugal, comme des pays européens qui, eux, par contre, sont actifs. Et du coup, comment vous voyez justement l'avenir et la prise en compte de l'océan? Est-ce que c'est du coup une question dont l'Europe va devoir s'emparer? Enfin voilà, quelle est un peu votre vision là-dessus? Oui, merci. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas commenté, mais quand vous voyez, alors on est sur une projection de Mercator, j'ai demandé quand est-ce qu'on fera des globes qu'on pourra trimballer dans sa poche. Ça, je demande ça à tous les acteurs de la donnée cartographique. Une
je vais vous faire plusieurs réponses. Il y a un truc extraordinaire, c'est que dans les conférences internationales, la France, on la voyait pas beaucoup, mais alors par contre, la Polynésie française est extrêmement présente. Et heureusement, parce que c'est vrai que c'est quand même grâce à eux qu'on s'enorgueillit de disposer du deuxième espace maritime. Et l'océan Indien, bien évidemment, pardonnez-moi. Alors il y a la Nouvelle-Calédonie qu'on voit pas bien sur la carte, et l'océan Indien, bien évidemment. Oui. Pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi. C'est vrai que j'ai voilà. Mais bon, et il y a quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon ici qui pourrait revendiquer pour Saint-Pierre-et-Miquelon, quand même. Grâce à eux, on est un peu pas loin de l'Arctique. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. L'Europe. L'année dernière, il y avait la 4e édition de la grande conférence Our Ocean, qui a été initiée par John Kerry. Moi, j'y avais été déjà l'année précédente, j'avais accompagné Ségolène Royal. Alors, c'est vrai que Ségolène Royal, et c'est elle qui m'a nommée, elle avait compris le sujet. Laurent Fabius aussi avait compris l'intérêt du sujet. Mais à chaque fois, chaque gouvernement, comme Borloo l'avait compris, mais à chaque fois, chaque gouvernement met 2 ans dans un quinquennat. Il se passe rien sur l'océan pendant 2 ans, 2-3 ans. Et c'est au bout de la 2e, 3e année que ça y est, on se réveille et du coup, on dit il faut concerter. Donc, on lance une fois un Grenelle de la mer et puis la 2e fois des assises de la mer. Et donc, on concerte. Et du coup, moi, quand je suis arrivée, j'ai dit attendez, il faut une stratégie maintenant. On l'attend, cette stratégie. On va s'y atteler et après, on passe au plan d'action. Voilà. Donc, c'est bon, ces choses-là sont acquises. Moi, je suis assez fière parce que je me dis tiens, ça, au moins, c'est acquis. L'année dernière, c'est l'Europe qui a reçu Our Ocean à Malte. Et on a un commissaire, le commissaire Vella, qui est le commissaire en charge des affaires de la mer, qui aujourd'hui est très pushy sur ces sujets-là, sur les questions d'impact du réchauffement climatique sur l'océan, sur les questions d'une économie bleue durable, etc. Donc, de la même manière qu'il faut, à mon sens, réformer la gouvernance de la mer pour la France, il faut aussi la faire évoluer au niveau européen et même au niveau international. Dans l'avis dont j'ai été rapporteur au Conseil économique, social et environnemental, une des recommandations qu'on fait, on fait 3 recommandations pour le national, l'européen et l'international. Mais par rapport, mon avis date de juillet 2013, eh bien j'ai vu les choses évoluer là-dessus. Et j'ai échangé avec le commissaire Vella et je vois bien que les choses évoluent. Alors, lui, il partage cette idée qu'il faudrait une agence européenne de la mer. Qui est diversement apprécié. Moi, je pense qu'il faut véritablement que la mer, au niveau européen, c'est l'un des sujets qui peut permettre c'est là-dessus qu'on doit refondre l'Europe. Et voilà. Donc, en partant, ça fait partie des sujets que j'ai essayé de pousser dans ma lettre au président de la République, au Premier ministre. J'aurais dit tout ça. Mais bon, je suis une toute petite voix. Alors, voilà. J'essaie, de temps en temps, je leur envoie des bouteilles à la mer. Je ne désespère pas, puis je ne suis pas la seule. Il y a quand même beaucoup de gens qui œuvrent dans ce sens-là. Moi, je me dis, en préparant cette conférence, je regardais un petit peu vos présentations, vos travaux divers, etc. Je pense que un des sujets qu'il faudrait pousser, c'est de valoriser les travaux que vous faites. Enfin, la collecte de données. Vous êtes sur un sujet qui est au cœur des enjeux aujourd'hui. Je l'évoquais tout à l'heure, le littoral, parce que vos données, elles sont majoritairement, on va dire, sur la bande côtière, sur la mer, enfin voilà, on va dire, sur la grande bande littorale, majoritairement. Et je pense qu'il faudrait les valoriser. Est-ce que j'ai répondu à votre question sur l'Europe? Oui, madame. Donc, Françoise de Blomac, journaliste. Alors, sur votre plan d'action idéal, c'est quoi les 10 sujets clés sur lesquels laissons tomber les conférences internationales, les machins, les trucs. Dommage, j'aurais pu le mettre. Parce que j'ai proposé un plan d'action. J'ai même proposé une vision pour le quinquennat, dans laquelle je disais voilà la situation aujourd'hui, voilà ce qu'on peut rêver pour dans 5 ans. La première chose, c'est la connaissance.
Aujourd'hui, l'océan est peu connu. Dans 5 ans, il faudrait vraiment qu'on le connaisse mieux. Alors là, pour cela, il y a un plan d'action qui est bien évidemment de renforcer, de mutualiser, je pense, les moyens de la connaissance. Mais surtout, au niveau, pour moi, la connaissance est un sujet plus à l'échelle européenne que nationale, parce que alors là vous connaissez 10 fois mieux le sujet que moi, et je pense que peut-être quelqu'un pourra intervenir sur le sujet, mais la mutualisation des moyens de collecte de données au niveau européen, vous allez me dire, ça existe déjà, j'imagine, pour certains sujets. Tous vous devez travailler, j'imagine, avec vos collègues d'autres pays européens, j'imagine, mais il y a un vrai sujet sur la connaissance et participation de tous les publics. C'est une des recommandations du CESE à la collecte de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État n'a plus de moyens. Donc, il faut s'appuyer, il faut avoir confiance dans cette mobilisation du privé. Voilà. Après, bon, il faut affiner les protocoles, etc., etc. Mais je crois beaucoup aux sciences participatives, notamment. Il y a une chose que l'ONU lance dans 2 ans, c'est la décennie de l'océan, et qui s'est donné comme objectif de mieux connaître. Et je pense que la France a un vrai sujet à traiter. Le deuxième sujet, c'est aujourd'hui l'océan est en mauvaise santé, et demain, il faudrait qu'on retrouve que l'océan soit en bonne santé. Alors, on a bien sûr la directive cadre stratégie milieu marin, et on voit bien que malgré tout, il y a des choses qui sont mises en œuvre pour retrouver le bon état écologique. Mais on en est encore très très loin. Et là, pour moi, ça doit passer par un grand plan. Mais ça y est, ça fait partie des choses qu'on a, qui sont passées dans le plan d'action du ministre. Je crois même que sur la connaissance, en fait, tous ces sujets-là, je les ai poussés. Et puis Olivier Laroussini, qui a été non seulement mon bras droit, mais on va dire traite ma tête et mes jambes plus d'une reprise, parce que il connaît bien mieux les sujets dans le détail que moi, m'a dit l'autre jour, Catherine, on peut être content, on a quand même pas mal de sujets qui sont passés dans le plan d'action du ministère. Donc retrouver le bon état écologique, pour moi, c'est aussi mobiliser les grandes agences de l'État, mais aussi toutes les collectivités territoriales, les agriculteurs. J'avais proposé dans des exemples tout bêtes, mais dans le Morbihan, il y a une expérience qui a très très bien marché de mobilisation des agriculteurs sur la Ria d'Etel. Je ne sais pas si Cap 2000, ça dit quelque chose à quelques-uns d'entre vous. Ils ont mobilisé Cap, c'est pour conchiliculteurs, agriculteurs et pêcheurs. Et en fait, en montrant du microscope, il y a un gars au milieu de tout ça qui s'appelle Pierre Molot, qui est un spécialiste du plancton, qui moi, m'a appris le littoral. Je dois ma compréhension de ces sujets-là grâce à Pierrot. Voilà, il montrait du plancton au microscope aussi bien aux pêcheurs, aux conchiculteurs qu'aux agriculteurs, qui ont compris ce qui se passait voilà, en aval de leur terre. Eh bien, reproduire Cap 2000 au niveau national, j'en ai discuté avec le responsable du développement durable, chargé du développement durable de la FNSEA, en plus qui était dans l'opération Cap 2000, il ne demande que ça. Donc j'ai proposé ce projet-là, mais bon, je n'avais pas les moyens de décider qu'on l'engage, etc. Mais bon, je me dis, je suis sûre qu'il va y arriver. Peut-être qu'un jour ça va marcher. Voilà, c'est mieux connaître, préserver, c'est promouvoir, c'est passer. Parce que moi, je crois à l'économie maritime, beaucoup. Je crois qu'on a un avenir en mer, économique aussi. Et en revanche, c'est de passer d'une économie maritime qui concerne que les acteurs du maritime à une économie des territoires maritimes et littoraux. C'est-à-dire, la mer, en fait, elle est source de richesse aussi pour d'autres activités, et notamment pour le tourisme. C'est grâce à la mer qu'on développe l'attractivité touristique du littoral. Et donc, c'est pas uniquement la mer, c'est pas uniquement l'affaire des pêcheurs, du transport maritime, des ports, du nautisme, etc. C'est pas, voilà, ça concerne voilà, la vie, toute la vie de la bande littorale sur laquelle on va retrouver 80% de nos habitants de la planète. Donc il y a un vrai sujet de changement de paradigme et
Et c'est pour ça, moi, je vous invite, il va sortir, à lire le prochain numéro de Relief. C'est une revue qui ne sort pas en kiosque, mais dans les librairies. Ils m'ont demandé, c'est consacré au littoral, et ils m'ont demandé d'écrire la tribune. J'ai écrit une tribune, mais surtout, j'ai lu tous les articles qui allaient être publiés et c'est absolument passionnant. Ça vous donne les grands enjeux. Après, le développement d'une économie, alors l'économie du littoral, le développement durable des activités humaines en mer, pour moi, ça passe par le développement des éco-innovations, je l'ai montré un peu tout à l'heure, les infrastructures à impact positif, l'économie circulaire du littoral, etc. etc. C'est avoir une véritable approche, y compris économique, une approche de bassin versant, quoi. Le bassin versant, pour moi, c'est avoir cette compréhension du sujet, du sommet de la montagne jusqu'à la haute mer. C'est imaginer qu'il y a un continuum et le littoral est à la charnière et voilà. Et enfin, le quatrième grand sujet, c'est faire de la mer. La mer est en train de monter au niveau sur la scène internationale. Et bien, faire de la mer l'un des refondements, l'un des socles de la refondation de l'Europe, et promouvoir le concept d'océan bien commun de l'humanité. Et pour tout vous dire, là aujourd'hui, je suis repartie traverser l'Atlantique au mois de janvier. J'ai eu une opportunité de traverser avec un copain. Je me suis dit, je vais repartir en mer pour prendre le recul du large, si bénéfique. Et je suis revenue en me disant, mais c'est ça que j'ai envie de porter. Donc voilà, en 2013, j'avais organisé une conférence internationale sur la gouvernance de la haute mer. Là, au mois de septembre, s'ouvrent à l'ONU des négociations sur ce qu'on appelle BBNJ. C'est pour trouver et réfléchir à un instrument juridique pour donner un statut juridique à la colonne d'eau. C'est les négociations sur la haute mer. Et bien, à cette occasion, je pense qu'il faut promouvoir ce concept d'océan bien commun de l'humanité. Et comment le promouvoir ? Je me suis dit, moi, je ne suis pas une juriste. Il y a une chose que je sais faire, à peu près la seule chose que je sache à peu près faire au monde, en dehors de naviguer, c'est essayer de fédérer des gens. Et donc, j'ai interrogé les experts du sujet et ils me disent, mais oui, tu as raison, faisons un livre. Je leur ai proposé de faire un livre. Donc, c'est là-dessus, c'est ça qu'on travaille. Et ils m'ont proposé même de lancer un appel. Mais bon, ça reste entre nous. Un appel pour... quoique... oui, il faut que l'océan soit... Le statut de bien commun... Alors, il ne faut pas uniquement qu'il concerne la haute mer, c'est tout l'océan. Vous mettez l'océan... Et vous conservez la Convention du droit de la mer. Et du coup, les États qui sont souverains qui ont cette responsabilité sur les zones économiques exclusives, eh bien, sont un peu délégataires. C'est eux qui, par délégation de l'ONU, ont la responsabilité de préserver ce bien commun. Et du coup, tout s'enchaîne derrière. S'ils ont la responsabilité de préserver le bien commun, eh bien, on met en œuvre ce qu'il faut. Alors, vous allez me dire, il faut gendarmer, il faut pousser, il faut inciter, il faut mettre des amendes. Je ne sais pas ce qu'il faut, mais voilà. C'est une vision d'avenir que je propose. Et pour le plan d'action, par contre, là, dans le détail, je vous en ai cité un avec Cap 2000, mais j'en ai plusieurs, j'en ai une vingtaine comme ça. Oui, bonjour, Johan Denis. J'avais une question, en fait. Vous parlez des données acquises météo que vous faisiez au quotidien, certainement dans le cadre de vos trajectoires, mais aussi peut-être à des fins, je ne sais pas, scientifiques ou depuis Météo France ou pour aussi Météo France. Je voulais savoir si, au même titre que l'Ifremer qui travaille beaucoup sur les SIH, donc tout ce qui est données halieutiques, est-ce que ces données météo que vous faites au quotidien et pendant 8 heures, c'est quand même des données conséquentes. On parle beaucoup d'acquisition de données, de campagnes en mer, etc. Là, je dirais qu'avec tous ces navires qui traversent le globe, il y a quand même des possibilités énormes d'acquisition de données. Est-ce que vous avez, à travers les appareillages qui sont embarqués, la possibilité, je dirais, que ces données soient exploitées, soit par Météo France ou par d'autres organismes scientifiques? Oui, très bonne question. Alors, pour ce qui est des données météo, non, malheureusement, on ne fait pas de retour, si ce n'est que, effectivement, aujourd'hui, les bateaux sont équipés
Je crois que les bateaux de course renvoient leurs informations. Après, il y a des projets comme celui d'Yvan Griboval, dans lequel certains d'entre vous étaient peut-être associés, où il avait des capteurs océanographiques. Dans le Voilier du futur, on développait un capteur océanographique pour la plaisance, en partenariat avec Ifremer. C'était Fabienne Gaillard, qui n'est plus là, et Patrick... Farcy, merci. Et en fait, c'était le projet Canoë. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, Canoë, s'il a réussi. Il mettait au point un capteur océanographique, alors qu'il faisait surtout de la collecte physico-chimique, me semble-t-il. Ce qui est vent à développer, mais là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait en parler mieux que moi, avec l'Océano-Scientifique projet, où il a fait un tour de l'Antarctique de collecte de données. Au passage, il allait, à la demande des scientifiques, observer, il se rapprochait des bouées dérivantes, de certaines bouées dérivantes, pour s'apercevoir que la donnée renvoyée n'était pas forcément bien calibré, etc. Donc, lui, il m'a fait un retour assez critique en disant qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on raconte, parce que parfois cette instrumentation, elle n'est pas toujours bien calée. Donc, c'est important aussi qu'on aille sur place. Pour continuer à répondre à votre question, sur quasiment toutes mes traversées, j'ai jeté à la mer. On participait au programme Argo. J'ai dû le faire sur la Mini Transat, sur mes 2 Vendée Globe. J'ai mis à l'eau, puis ça continue de se faire, etc. Voilà. Mais on pourrait largement plus développer tout ça. Pour avoir effectivement... Aujourd'hui, sur les routes maritimes classiques, les cargos renvoient de la donnée. Il y a pas, ça devrait être le cas effectivement, mais ça l'est. Je ne sais pas si Météo France récupère l'information météo provenant des bateaux du Vendée Globe ou de la Volvo Ocean Race qui naviguent dans des zones où il n'y a pas d'autres observateurs. Mais là, pour le coup, la donnée satellitaire est peut-être... je sais pas. J'avoue que je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Non, mais moi je voulais juste faire un commentaire justement sur cette collecte de données par navire d'opportunité. Donc moi je suis Loïc Petit de la Villéon, je travaille à l'Ifremer dans l'équipe qui s'occupe de la gestion de données, que ce soit Argo ou autre. Et je travaille aussi sur les données d'opportunité, navires d'opportunité, cargo. Je travaillais un petit peu avec Alexia Barillet, dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est elle qui a racheté mon bateau. C'est bien, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. Avec Yvan Griboval, etc. Mais elle a un projet d'instrumentation au prochain Vendée Globe, Alexia, et je sais qu'il y a des fortes réticences quand même dans la course au large. Pour dire que c'est vu comme une contrainte, c'est vu comme du poids. Alors vous connaissez la course au large, pas moi, comme une contrainte, comme du poids supplémentaire. En fait, il demande à ce que tous soient équipés. C'est ce qui s'est passé sur la Barcelona Road Race, où ils ont tous été équipés d'un capteur. Alors c'était pas avec l'Ifremer. C'était un programme, c'était en fait la Commission océanographique internationale qui était partenaire de la course, etc. Il me semble, à partir du moment, ils sont tous d'accord pour être équipés, si tous les petits camarades le sont, de manière à ce que l'instrumentation, à la fois le temps qu'il faut passer pour envoyer éventuellement, et encore, c'est souvent automatique, hein, mais je sais que Bernard Stamm, par exemple, était aussi équipé. Après, ça peut être aussi la décision, l'engagement d'un skipper. Aujourd'hui, vous décidez d'équiper tous les navires du Vendée Globe, si vous en avez la capacité. Il n'y en a pas 36 000, hein, ils sont une vingtaine ou une trentaine à chaque fois. Et si vous passez un accord, il vaut mieux passer l'accord avec l'organisateur ou avec la classe. Ils seront tous partants de participer, parce qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus sensibilisés malgré tout à ces sujets-là. Pour finir de répondre sur la question de la collecte météo, parce que les 8 heures que je passais, c'est pas uniquement en termes d'acquisition de données, c'était aussi stratégie, tactique, course, voilà, récupérer les positions des copains, etc., etc. Mais moi, j'avais de la donnée. Alors, rien ne vaut l'observation du ciel, bien évidemment, le fameux PNV, pression, nuage et vent. Et puis après, données satellitaires.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vécu 2 Vendée Globe très, très différents, justement, sur ces collectes de données. Mais c'est encore un autre sujet. Parce que sur le premier, même en termes de communication, je ne passais que par Saint-Lys Radio. J'avais un standard C, mais je passais par Saint-Lys Radio. Et puis en plus, moi, j'ai à moitié chaviré dans l'océan Indien, donc tout est tombé en panne, mes ordinateurs, enfin tout est tombé en panne. J'ai fini avec rien, quasiment rien. Puis je vous dis, je suis même passée par des radios amateurs à un moment entre le Cap Horn et l'arrivée, qui à la fin, mon équipe me parlait sur une fréquence radio et moi je ne pouvais même pas leur répondre. Donc j'avais malgré tout encore un agrafax et je recevais encore des cartes météo. Et je collais ça, on me voyait un moment dans le film, j'ai toujours adoré coller les cartes que je recevais et mes petits coups de stabilo, essayer de comprendre ce qui allait m'arriver dessus, sur la tête. Le deuxième, j'avais la grosse antenne Standard A et ça c'était en 2000 le deuxième. Donc aujourd'hui, j'imagine que l'acquisition... je ne suis pas complètement updatée au niveau de l'acquisition qu'ils ont aujourd'hui, mais on peut faire beaucoup de choses. Et je vous dis, cette flotte-là, tous les navires de plaisance qui naviguent à travers le monde peuvent participer vraiment à la collecte de données. Vous avez probablement, certains d'entre vous, entendu parler du projet Plancton Planète de Colomban de Vargas, qui est donc l'un des scientifiques du programme Tara Océan. Et moi, Colomban, j'en discute assez régulièrement avec lui, parce que avec Isabelle Autissier, on parraine un peu son programme. Il a pas mal de navires. Lui, il a besoin, il me dit, des boucles de navigation à des endroits où voilà, les bateaux sont identifiés, peuvent prendre le temps de faire la mesure, etc. Et avec Isabelle Autissier, j'ai navigué l'année dernière 15 jours au Groenland. Et Isa était partie avec son filet à plancton, donc il a mis au point un système formidable, Colomban, pour conserver de l'ADN du plancton. Enfin bref, on avait un petit équipement on avait un protocole qui était simple, etc. Bon, j'attends toujours les retours parce qu'il nous a pas donné le retour de nos collectes. Mais voilà, moi je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas encore utilisées. La Marine nationale, moi je suis réserviste de la Marine nationale et en fait ils m'ont demandé j'ai lancé pour eux un premier groupe de réflexion sur Marine nationale et développement durable. Eh bien, la Marine est je veux dire, tous les bateaux militaires, ils font, bon, comme les autres, comme les bateaux comme les cargos, ils ont aussi des capteurs, j'imagine, à bord, qui renvoient de l'information, mais quoique, non, ils n'aiment pas dire où ils sont. Non, effectivement. Eux aussi, j'essaie de les sensibiliser à nos sujets. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une autre question? Bonjour. Encore une? Ah bah oui, il est 7h moins 20. Bonjour, Thomas Popovic, direction interrégionale de la mer à Nantes. J'entends beaucoup parler de collecte de données, de mutualisation des données avec l'Europe. Et je suis un peu ému quand même parce que, en tant que service de l'État, je vois qu'on n'est pas capable de se communiquer les données entre nous. On est souvent sollicité pour donner nos données. On n'en voit pas spécialement le regard derrière. Il n'y a pas spécialement de retour. Et vous qui avez eu le point de vue, enfin, qui avez vu ça au niveau de l'État, vous parliez de DML tout à l'heure, enfin, voilà, c'est des acteurs de tous les jours. Je me dis, avant de regarder au niveau international, de faire des recherches, des collectes de données, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà mettre un coup de boost au niveau national sur quel levier il faut appuyer à l'État pour que ça avance? Je veux dire, on parlait de stratégie pour le milieu marin, de documents de façade, même si vous n'aimez pas ce mot-là, façade. Pas où est-ce que ça bloque, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour dégripper un peu ça, pour avancer sur le sujet? Merci. Entre nous, partenaires de l'État, hein, je parle bien sûr. Merci d'avoir posé la question. Dans mon courrier au chef de l'État, je lui ai dit qu'il fallait un portage politique au quotidien, mais aussi une réorganisation des services de l'État, parce que l'observation que j'ai faite pendant ces 2 années-là, c'est qu'il y a des gens absolument formidables dans l'administration, mais un écosystème qui s'est complexifié
d'année en année, avec beaucoup d'acteurs et une organisation. Le fait qu'il y ait... Il y a un vrai problème de coordination nationale de la mer. Il y a un problème de portage politique, mais il y a aussi un problème de coordination de... Je ne sais pas si j'ouvre le sujet là, mais pour moi, une équipe... je pensais qu'une équipe, qu'un gouvernement, c'était comme un équipage, et que l'administration fonctionnait, qu'on avait un objectif commun et qu'on travaillait tous dans le même sens. J'ai découvert un truc, vous allez rigoler, hein, mais la compétition entre les services, entre les ministères, entre le secrétaire général de la mer et le ministère chargé de la mer, etc. Du coup, la coordination nationale de la mer, pour moi, n'est pas assurée comme elle devrait l'être. Donc, à partir du moment... Et la comparaison que j'ai faite dans mon courrier au chef de l'État, c'est comme si on était sur un navire, il y avait plusieurs capitaines, et puis même certains équipiers qui sont complètement autonomes, parce qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas forcément la vision, on ne leur fait pas partager la vision. Et moi, je sais que dans mes projets, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Comment voulez-vous ? Il faut que la vision soit portée, qu'elle soit partagée. Et à ce moment-là, quand on comprend pourquoi on travaille, on y travaille collectivement, après, tout est plus facile, on partage de fait l'information, etc., etc. Alors après, c'est un immense navire, l'État. Enfin, moi, je jette pas la pierre parce que c'est un constat que je fais, mais je me dis, mince, comment réorganiser tout ça, quoi. Et à vrai dire, de ce point de vue-là, j'ai pas la solution. J'ai encore déjeuné la semaine dernière avec quelqu'un que vous connaissez, qui est Thierry Coquille, qui est donc le directeur des affaires maritimes. Et c'est vrai qu'il, lui, bien évidemment, les DIRM, c'est quand même sa préoccupation quotidienne. Et lui, il aimerait bien réorganiser tout ça. Et je l'entends depuis des mois dire au cabinet et au ministre, quand il voit le ministre, parce qu'il ne l'a pas vu beaucoup, il faut qu'on puisse réorganiser tout ça. Parce que sinon, on va dans le mur, quoi, voilà. Mais il faut vraiment que cette compétence qu'il y a au sein de l'administration, elle soit mieux entendue par les cabinets ministériels qui se succèdent. Parce que, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a profondément impressionné, cette distorsion entre et tout le monde tout le monde fait ce qu'il peut entre les compétences d'une administration etc., et qui est pas forcément bien entendue, pas forcément bien accompagnée, qui a pas forcément, voilà. Alors, petit à petit, les choses évoluent, mais je pense qu'il faudrait Je pense que s'il y avait une réorganisation... Et encore une fois, je pense que ce portage politique, cette incarnation, elle pourrait tellement faire avancer le schmilblick. Tellement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous êtes en plein dans les DSF en ce moment. C'est la semaine prochaine ou cette semaine que... Il y a la concertation préalable à Nantes. Non, je ne sais pas. Il y en a déjà eu 4 de fêtes déjà au Sable d'Olonne, à Brest. Je crois que la prochaine, c'est à Lorient. Ah, c'est à Lorient la prochaine. Et c'est celle où on attend le plus d'acteurs. Donc il y a encore de la place si vous voulez venir. Alors moi, j'ai demandé à Olivier Larochide, je lui ai dit j'aimerais bien y aller, moi, pour observer. Et il m'a dit, je ne sais pas si ce serait très très bien compris si tu étais là. Les gens ne comprendraient peut-être pas. Bon, mais c'est vrai que je suis très curieuse de savoir comment ça se passe. Mais c'est un vrai sujet, c'est un sujet absolument capital. Alors au passage, une petite précision quand même sur cette concertation préalable qui nous a été demandée par la commission du débat public. C'est parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, j'en profite pour faire passer l'information, il y a des acteurs qui m'ont dit, oh là là, l'État relance une concertation. Et en fait, c'est moi qui ai suggéré que cette opportunité de la concertation préalable permette de communiquer sur l'océan plus largement. Donc, qu'on fasse une campagne de communication autour de ça, ce que le ministère a très bien fait du reste. Donc voilà, encore une fois, des choses qui ne sont pas bien comprises. Je ne vous explique pas comme ça a été difficile de faire
aboutir la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Et je pense aussi parce que manque de vision, et tout le monde parle de travailler ensemble. Mais quand on en est à définir un avenir, une vision d'avenir, chacun pense à sa propre problématique. Et je pense que l'un des gros sujets, c'est qu'on devrait mieux apprendre à co-construire et à collaborer. Ce que vous faites aujourd'hui, moi je trouve ça formidable. Voilà. Alors, je me permettais juste d'apporter un complément par rapport à la question qui est posée pour dire qu'il y avait quand même des choses qui existaient, mais qui sont très mal appliquées, malheureusement. D'abord, il y a eu la directive Inspire, qui a donné l'open data, une déclinaison nationale qui donne l'open data et qui pousse tous les organismes publics à produire et à mettre à disposition leurs données publiques. C'est la première chose. La deuxième, c'est le décret RSM sur la recherche scientifique marine, avec le code minier nouveau, qui impose tous les opérateurs, qui impose toute collecte de données marines dans les espaces maritimes français, qui identifie les grands opérateurs de l'État comme étant les collecteurs finaux de cette donnée. Et voilà, si le code minier nouveau était mieux connu et mieux appliqué, et ben, tous les opérateurs, dont ceux qui sont ici présents dans la salle, devraient collecter automatiquement la donnée à partir du moment où elle est acquise dans les espaces maritimes français. Voilà. Mais ça marche pas. Donc, bon, mais pour finir sur une note positive, oui. Je voulais aussi rajouter un complément par rapport à votre discussion tout à l'heure. Je pense qu'il existe aussi une belle initiative européenne qui est un service institutionnel de fourniture de données où il y a vraiment cette fédération qui sont les Copernicus Services, donc que ce soit sur le climat, sur l'océan, sur la Terre. Et pour le coup, c'est une initiative qui est européenne. Et peut-être que nous, en France, on a besoin, peut-être que le littoral, justement, dans cette initiative-là, aujourd'hui, il est manquant. Et c'est un endroit où on a besoin de données, où on a besoin de se les partager. Et sans doute que l'idée, ce serait qu'il y ait des initiatives nationales qui soient en aval, en fait, de cette initiative européenne. C'est même plus qu'une initiative, c'est vraiment un projet financé par l'Europe de fourniture de données, de partage de données, que ce soit satellite, in situ, de modélisation sur toutes les surfaces, en fait, pas uniquement que l'océan. Donc je pense qu'il y a vraiment un creusot là de bonnes choses qui existent et il faut effectivement qu'on arrive nationalement à en tirer quelque chose de... Mais les représentants du CHOM aussi pourraient témoigner sur la planification des espaces maritimes, là, sur les projets transfrontaliers. Corinne, on pourrait... voilà, il y a quand même... Mais bon, c'est vrai que moi, je suis pessimiste. Enfin, je suis pas pessimiste, je suis optimiste. Je suis un peu triste parce que moi, je voudrais que les choses avancent plus vite. Mais le fait est... Et puis, je voudrais arrêter d'avoir l'impression d'être tout le temps contre le vent et contre le courant. Mais honnêtement, les choses évoluent et dans le bon sens. Voilà, je voudrais juste que la France rate pas le train de l'océan. Voilà, mais peut-être que tout ça, ça va s'accélérer. Et... Non, faut être constructif, faut être positif. Parfois, je regrette d'être partie. Je me dis, waouh, c'est une belle aventure quand même. Hein. Mais bon, j'ai autre chose à faire. Merci à vous. Merci à vous.